Nous allons reprendre dès à présent donc, pour ce grand débat qui nous réunit jusqu'à 12h45 à peu près, avec donc, tous ces intervenants qui viennent juste de s'installer. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Juste vous rappeler que les BIS sont nés en 2004 et comme le rappelait Nicolas Marx, c'était en pleine crise de l'intermittence de 2003. Que les débats des BIS en 2014 avaient été aussi très marqués par la crise économique, financière que traversait le pays et ses conséquences sur la culture, sur les budgets culturels, sur l'activité culturelle en général, sur la difficulté aussi des acteurs à se projeter, à faire perdurer une logique de développement de projets, de territoires ou de filières. Les 2 années qui ont suivi ces BIS 2014 ont finalement accentué globalement les difficultés déjà évoquées. Les écarts se sont creusés sur les territoires, les budgets culturels ont été assez largement amputés et parfois des collectivités se sont désengagées des activités, de certains champs d'activité dans le champ culturel. On a noté aussi une précarisation bien plus forte des artistes, à la fois du fait de la baisse des budgets culturels, mais également l'activité de production-diffusion avec des capacités de financement de la production qui ont été là aussi largement diminuées, on l'a vu. Et puis des lieux, des festivals ont traversé des crises particulièrement importantes et souvent parfois même aussi des lieux et des festivals majeurs, connus, identifiés. Vous connaissez comme moi bien évidemment la cartocrise. On a vu aussi le retour de phénomènes qu'on pensait quasiment disparus. Agnès Ricoire l'a largement signalé autour de la censure et de l'autocensure finalement qui est induite. Et on a aussi vu la société se fragmenter, se déliter peu à peu et la culture qui, elle, fait société, qui fait sens, n'en devient que plus indispensable. Ça a été évoqué notamment par les grands témoins hier, je pense là à Bernard Latarjet et à quelques autres. En conséquence, ce débat sera centré sur le modèle culturel français et la capacité que l'on pourra avoir à la fois à le préserver mais aussi sans doute à le réinventer. C'est la question centrale qui nous est posée. Ce modèle, quel est-il? Ce modèle, c'est un modèle, c'est une sorte de mécano, on va dire, qui font notre conception de la culture dans un accompagnement, dans un développement partagé par des collectivités, un État, des sociétés civiles également, mais surtout aussi par les opérateurs culturels et les artistes. Bernard Latarjet a défini ce périmètre hier. Il nous a dit, j'ai noté ses propos, que ce modèle concilie à la fois l'exigence de la création et l'action culturelle. C'est un modèle aussi qui défend la valeur émancipatrice de la culture et qui s'oppose à une visée économique, d'attractivité, de réponse à une crise. Or, on nous dit que ce modèle aujourd'hui est dépassé, essoufflé. Nous allons essayer de l'interroger à la fois dans son actualité, puisqu'il y a différents sujets qui bouleversent le paysage que nous connaissons. Et puis nous allons aussi et surtout essayer de tracer des perspectives pour voir, comme disait aussi Bernard Latarjet, s'il est possible d'imaginer d'autres voies. Alors, à mes côtés, sur ce temps de débat, 6 intervenants. Je vais commencer par celui qui est le plus éloigné de moi, c'est Pascal Rogard, qui est directeur général de la SACD. À ses côtés, Denis Gravouille, qui est le secrétaire général de la Fédération nationale CGT, les syndicats du spectacle. Puis Vincent Guillon, qui est le directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles, qui l'a rejoint il y a à peu près 1 an maintenant. Corinne Poulain, qui est directrice de la culture de Rennes et de Rennes Métropole, qui est en poste depuis relativement peu de temps également, sur cette collectivité en tout cas. À ses côtés, Émilie Leroux, qui est metteuse en scène de la compagnie Les Veilleurs, compagnie théâtrale à Grenoble. Voilà. Et Jean-François Marguerin, qui est juste à mes côtés, qui est consultant, ancien cadre supérieur du ministère de la Culture et de la Communication, sur différents postes. Pour commencer, sur l'actualité, le sujet brûlant du moment, qui nous concerne tous, celui de la réforme territoriale, de l'évolution et de la recomposition des territoires. Et je souhaite passer la parole à Vincent Guillon pour qu'il nous fasse un petit point de cadrage sur les grands enjeux de ce sujet dans les mois à venir. Oui. Bonjour. Oui, Cyril. Donc, si l'architecture politico-institutionnelle de la réforme territoriale est connue, je crois qu'il est encore trop tôt pour observer ses effets sur la conduite des politiques culturelles.
En tout cas, les nouvelles régions, les 13 nouvelles régions existent réellement depuis seulement quelques semaines. Et la fusion sera véritablement l'œuvre d'un exercice entier, hein, d'un mandat entier pour les nouveaux exécutifs. Ils auront besoin, je crois, de plusieurs années pour harmoniser, et c'est là un enjeu, les politiques publiques des anciens conseils régionaux. Et ils auront beaucoup à faire pour faire ce travail de lissage, hein, entre des interventions des anciens conseils régionaux qui étaient de nature, de niveau, d'orientation, de style de politique publique assez différents. Quant aux nouvelles métropoles, hein, au nombre de 13 également, elles ont une vocation culturelle générale et une compétence en particulier qui est indiquée par la loi autour de la dimension métropolitaine des équipements culturels et socioculturels. Mais encore faut-il qu'elles définissent cette compétence culturelle et à minima la dimension métropolitaine des équipements, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors elles sont diversement avancées sur la question, mais il faudra qu'elles le soient toutes d'ici la fin de l'année 2016. Bien que plus discrète, il ne faut pas oublier non plus la réorganisation territoriale de l'État en région qui s'accompagne d'une revue de ses missions. Alors, ce n'est pas, je crois, la disparition des DRAC qui se profile, comme on peut parfois l'entendre dire, mais davantage une réorganisation à géométrie variable, des services déconcentrés plus à la carte, on pourrait dire, en fonction des spécificités régionales. Et ce, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de délégations de compétences qui seront possibles de l'État vers les collectivités et des collectivités vers l'État. Alors, de ce nouveau cycle de réforme territoriale qui commence peut-être en réalité, comme l'indiquaient notamment certains chercheurs, en 2009 avec la refonte de la fiscalité locale et qui s'achève avec la loi NOTRe en juillet 2015, je retiendrai plusieurs choses rapidement. La première chose, c'est qu'on est en présence d'une série de réformes territoriales dont les moteurs ne sont pas toujours très explicites ou explicités. C'est-à-dire que pourquoi réforme-t-on? Quels en sont les objectifs? Ce n'est pas toujours très clair. En tout cas, les justifications avancées varient, fluctuent en fonction des avancées, des reculades, des différents projets de loi. En tout cas, on peut retenir au moins deux éléments, une volonté de réduction des charges, d'une part, et d'autre part, une volonté de relance du couple intercommunalité, métropole notamment, et région. On y assume aussi, et c'est un fait notable, une certaine différenciation territoriale. C'est-à-dire qu'on accepte dans la loi de ne pas faire partout la même chose. Les enjeux culturels sont peu évoqués. En tout cas, la loi NOTRe laisse aux différents niveaux de collectivité la possibilité d'intervenir dans la culture, mais sans pour autant en faire une compétence obligatoire. Donc, en fin de compte, on s'en remet, comme par le passé, au volontarisme des collectivités territoriales et de l'État. Mais dans un contexte qui bouge, avec des collectivités qui ont des moyens affaiblis, baisse de dotation de l'État, réforme de la fiscalité locale. Ces moyens sont d'abord consacrés aux compétences obligatoires, puis dans un second temps aux compétences facultatives, aux dépenses facultatives, et avec notamment une incertitude liée à l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus. Alors il va falloir se montrer très convaincant pour que ce volontarisme politique qui, par le passé, a permis de se substituer à l'absence d'obligations juridiques pour la culture, ne s'affaisse pas. Concernant les départements, si j'ai encore un petit peu de temps, Cyril, ils ne disparaissent pas, mais ils se resserrent sur leurs compétences sociales et ils vont devoir composer avec une réduction de leurs recettes fiscales. Qui plus est, les métropoles vont pouvoir absorber, si elles le souhaitent, et si les départements le souhaitent dans certains cas, certaines de leurs compétences, comme c'est déjà le cas par exemple à Lyon. Ce qui est potentiellement, mais potentiellement seulement, créateur de disparités et d'inégalités territoriales. De ce point de vue,
les départements ruraux ne ressortent pas a priori gagnants de ce cycle de réforme. Et rien n'indique que les intercommunalités élargies et aux compétences obligatoires plus nombreuses vont se précipiter sur la culture. D'où l'importance, je crois, d'infléchir l'action de l'État, des régions, voire des métropoles, dans le sens d'une plus grande solidarité territoriale, dans la culture notamment. Et enfin, je terminerai là-dessus. Je crois qu'il est important que les milieux culturels, que les élus de la culture revendiquent et gagnent leur place dans les conférences territoriales de l'action publique. C'est là que vont se discuter l'exercice partagé, concerté, des compétences partagées. Donc c'est un endroit important et ouvrons démocratiquement ces espaces de partenariat pour discuter les priorités et les finalités des politiques culturelles des pouvoirs territoriaux. Je m'arrêterai là. Merci. Corinne Poulain, lorsque l'on est sur le terrain praticienne de ces questions, l'un des grands enjeux, est-ce que c'est justement aussi les solidarités territoriales qui pourront être nouées entre espaces métropolitains et territoires inframétropolitains, comme vous l'expliquiez hier justement dans un débat organisé par la SACD? Tout à fait. De là où je suis, je le vois là, avec le risque toutefois, c'est que justement les métropoles ne prennent pas leur envol sur cette question de la recomposition des solidarités infra- et supra-métropolitaines, qu'elles soient finalement freinées par les logiques de l'intercommunalité qui sont des vrais enjeux politiques, mais qui sont sur des gouvernances complexes. Là où un maire de ville peut décider, un président de métropole ou d'agglomération doit faire, je pense par exemple au cas de Rennes Métropole, avec 43 communes. Donc les facilités à agir, à intervenir, à innover peuvent être aussi freinées par les mécanismes mêmes de l'intercommunalité, parce que nos métropoles, ce sont d'abord, elles sont issues d'une philosophie intercommunale. Donc pour moi, plus largement, le risque serait que l'opportunité, je le dis comme ça, que représente la loi NOTRe et MAPTAM d'organisation territoriale de la République, parce que l'objectif, il était quand même un peu là, très ambitieux, ne soit pas saisi et qu'au lieu de s'organiser, le système se bloque. C'est-à-dire que les régions potentiellement viennent contrecarrer les dynamiques métropolitaines, que les métropoles ne jouent pas le jeu des solidarités sur une aire qui dépasse l'ère métropolitaine et fasse fi du chef de fila régional, pensant qu'elles peuvent réfléchir seules, que par ailleurs une question sensible dans notre pays, la question des inégalités territoriales, se pense en opposition entre les territoires, et on voit bien comment politiquement le sujet peut être facilement récupéré. Et donc j'y vois là un problème aussi pour les métropoles. Vous le disiez dans la façon de préparer le débat, les métropoles apparaissent pour certains territoires comme une menace, donc il va falloir réagir à cela. Et puis plus largement, il y a une opportunité et une vraie difficulté du côté des collectivités à se dire que notre périmètre institutionnel est certes important parce qu'il correspond à un territoire politique, mais en revanche, il ne correspond pas à la réalité du champ d'action des acteurs qui sont mobiles et des habitants qui le sont aussi, qui vivent sur un territoire rural pour aller travailler en métropole. Et donc il y a bien quelque chose à travailler sur la continuité de nos politiques qui ne correspond pas à la façon dont on fait la politique aujourd'hui, à partir et c'est totalement légitime, d'un électorat et d'un territoire précis. Paris en est l'exemple poussé au bout, mais à l'échelle des métropoles, on retrouve bien entendu cela. Alors, il y a plein d'initiatives enfin plein, je ne sais pas, mais en tout cas sur le territoire de la Bretagne où je suis depuis quelques mois, on observe toute une série d'initiatives très intéressantes et à suivre. Alors un sujet que je ne connais pas très bien, mais je vais la citer, je crois que la métropole de Brest s'engage sur des contrats de réciprocité avec des territoires hors aire métropolitaine. Donc ça, c'est intéressant. À l'initiative de la région et de l'État a été engagé un conseil des collectivités territoriales pour la culture qui, s'il va plus loin que le diagnostic partagé, et la discussion peut être aussi un espace où s'organisent
ces solidarités, pour reprendre le mot que vous mettiez en avant. Ça demande une autre façon de travailler ensemble, collectivité entre elles, mais aussi avec les acteurs, puisque l'enjeu, on le voit bien, si on veut que le système globalement fonctionne, c'est que les collectivités soient non pas tant dans l'administration de la culture que dans l'accompagnement des dynamiques que les acteurs sont en train de se mettre en place. L'appel de Nantes ce matin le montre, mais l'initiative des bureaux de production, etc. Donc il va nous falloir une grande souplesse pour être dans l'accompagnement et pas penser qu'on administre désormais un territoire en matière culturelle. Merci. Nous reviendrons sur la question des budgets culturels juste après, parce que c'est le corollaire finalement de ce qui a été évoqué là. Mais Pascal Rogard a un impératif horaire qui m'amène à modifier un petit peu l'ordre prévu des interventions. Il y a un des enjeux qu'on ne mesure pas, qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment assez, en tout cas de façon médiatisée, c'est celui de la réforme de la réglementation relative aux droits d'auteur à l'échelle européenne, qui est en cours et qui pèse là aussi comme une menace sur le modèle culturel français. Alors, il y a effectivement des discussions à Bruxelles sur le droit d'auteur, puisque le président de la Commission européenne, maintenant ça apparaît un peu futile, estimait que la réforme du droit d'auteur était la deuxième priorité de la nouvelle commission Juncker. Bon, avec tout ce qui s'est passé depuis quelques temps, c'est complètement ridicule. Et pour eux, c'était une priorité, c'est de créer ce qu'ils appellent le grand marché unique numérique, qui permettrait aux grandes entreprises américaines, dont je le rappelle qu'elles ne payent pas d'impôts, Netflix profite d'un système en Hollande, Apple est installé au Luxembourg, Google est installé en Irlande, donc ils profitent de systèmes d'optimisation fiscale, ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas non plus les contributions au financement de la création audiovisuelle, par exemple au CNC. Et donc l'objectif, c'est de permettre, en mettant fin à la territorialité des contrats, audiovisuels et cinématographiques, de faire circuler les œuvres pour le plus grand bénéfice de ces entreprises. Mais ça, ce sont des sujets, je dirais, la réforme du droit d'auteur ne concerne pas tellement le spectacle vivant. Ça concerne d'abord l'audiovisuel et le cinéma. Ce qui concerne le spectacle vivant, et il y a un débat en ce moment, ce matin, au Parlement, puisqu'il y a le projet de loi numérique. Ça ne se passe pas d'ailleurs trop bien pour les défenseurs du droit d'auteur, parce qu'il y a une offensive de certains écologistes, de quelques élus socialistes, de quelques élus républicains qui sont motivés pour affaiblir le droit d'auteur. Ce qui concerne tout le monde, c'est le système de rémunération pour copie privée. Tout le monde sait qu'en France, on a un système, il existe dans d'autres pays européens, qui permet aux particuliers de copier les œuvres, et en contrepartie, il y a une rémunération qui est prélevée sur le prix du support que le consommateur paie en achetant le support. Grâce à la loi Lang, qui avait été votée à l'unanimité en 1985, grâce à la loi Lang, 25% de cette rémunération sont affectés à des actions d'intérêt général, à des actions culturelles. Et c'est là qu'intervient le spectacle vivant, puisque les grandes sociétés d'auteurs, la SACD, la SACEM, la DAMI, la Spedidam, recyclent une part importante de ces ressources qui sont générées par l'audiovisuel à destination du spectacle vivant pour financer des créations, pour financer des festivals. Et ce système est actuellement fortement attaqué. Bruxelles l'a remis dans la volonté de le modifier, dans les nouvelles directives, et il est aussi attaqué par des parlementaires français. Là, il y a un député républicain, M. Tardy, il y a une écologiste, Mme Attard, il y a d'autres parlementaires qui mettent amendement sur amendement pour affaiblir la rémunération copie privée. Alors heureusement, la ministre, elle n'en a pas parlé, mais elle a défendu avec fermeté le système de rémunération. Le Conseil d'État, après qu'il y ait eu le vote d'une loi qui a renforcé la copie privée, a validé tous les barèmes qui avaient été adoptés par la Commission. Ceux qui ne payaient pas, les grandes entreprises qui ne payaient pas, sont en train de négocier et l'argent est en train de rentrer. Et donc, le système de copie... Et surtout, la ministre a permis la recomposition de la Commission, puisque les fabricants, les importateurs avaient quitté la Commission, ils sont revenus. Et un nouveau président a été nommé, qui est Jean Musitelli, ancien porte-parole de François Mitterrand, ambassadeur de France, et qui est une grande personnalité qui a participé à l'élaboration de la Convention UNESCO pour la diversité culturelle.
Mais je tiens à attirer l'attention de tous ceux qui bénéficient ici de la rémunération copie privée, il y en a beaucoup, je pense, dans la salle, que c'est quelque chose de très fragile, de très attaqué, et que nous devons nous battre constamment pour défendre cette rémunération. Que nous devions nous battre contre Bruxelles, ça ne m'étonne pas. À Bruxelles, dès qu'on parle de culture, ils vous parlent grand marché. D'ailleurs, même en France, il y a des gens qui vous parlent toujours d'industrie culturelle. Ils rentrent le spectacle vivant dans les chiffres d'affaires de l'industrie pour dire que la culture, c'est plus que l'automobile ou que l'alimentaire. Ah, c'est très intéressant d'être plus que l'automobile ou l'alimentaire, mais en réalité, ça affaiblit le discours sur la culture puisque ça banalise la culture. Je ne vois pas comment on peut parler d'exception culturelle si on raisonne uniquement en termes industriels. Ce discours industriel est le plus grand discours nocif actuel contre la création. Et malheureusement, un certain nombre de gens de la création le tiennent. Moi, je pense qu'il faut revenir aux valeurs de la culture. Donc, nous devons nous battre pour défendre la copie privée. Que nous devions nous battre à l'extérieur face à Bruxelles, on a l'habitude. Pour le moment, on a toujours gagné nos combats, et heureusement, parce que si on les perd, c'est sans retour. Une fois que la machine bruxelloise est enclenchée, on ne revient pas en arrière. Mais ce qui me gêne, ce qui me choque le plus, c'est que même au sein du Parlement français, alors qu'ils connaissent l'environnement culturel français, ils connaissent tout notre système d'exception culturelle, ils connaissent tout le mariage territorial dont on a parlé, il y a des gens qui sont au service des grandes multinationales, de temps en temps, sans vouloir être au service, mais en réalité, ce qu'ils défendent aboutit à favoriser le non-paiement des rémunérations par les multinationales et donc à affaiblir la rémunération des créateurs, des artistes, des compagnies théâtrales que toutes les grandes structures qui gèrent la copie privée, que ce soit celle des producteurs, des artistes ou des auteurs, soutiennent. Donc je tiens à vous dire que tout ça est fragile. Et je ne parle pas de la Cour de justice européenne qui a aussi l'habitude de mettre en cause les décisions de la France ou d'autres pays qui soutiennent la création. Donc on est dans un environnement où on est fragilisé. On a été fragilisé, on en a parlé au débat, quand même par les baisses budgétaires de l'État. Il y a eu 2 ans de baisse budgétaire de l'État qui ont permis ensuite aux collectivités territoriales de justifier leurs propres baisses. Heureusement, je le dis ici, à Nantes, on a changé de Premier ministre et on a un Premier ministre maintenant qui défend la création, qui défend la culture et on a un gouvernement qui essaye de protéger la propriété intellectuelle. Le Premier ministre était d'ailleurs venu en personne à Cannes pour s'opposer aux demandes européennes. Mais nous devons être très vigilants et bientôt, il va y avoir encore une nouvelle campagne électorale. Il faut toujours veiller à ce que les promesses soient respectées. Moi, je me souviens d'une promesse de campagne. Nous ne baisserons pas le budget de la culture. Nous allons le sanctuariser ici même. Oui, ici même. Nous allons sanctuariser le budget de la culture. Oui, il a été sanctuarisé à la baisse. Bon. Donc, il va falloir que le monde du spectacle vivant, et tout le monde du spectacle vivant, parce que là, l'appel de Nantes, c'était formidable, mais c'était quand même des structures assez employeurs. Il faut aussi faire appel aux auteurs, aux artistes, à d'autres personnes, se mobilisent, établissent un programme et défendre l'activité de création en France, parce que la création en France, c'est un formidable atout pour notre pays. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Et je suis désolé parce qu'on ne m'avait pas dit que le débat serait précédé de grands témoignages qui étaient super intéressants. Mais j'avais déjà mon train. Je dois filer à Biarritz où il y a un grand festival audiovisuel pour la fiction et le documentaire. Merci. Merci. Et nous revenons donc à la question des budgets culturels qui était liée aussi à la question de la réforme territoriale avec Jean-François Marguerin qui travaille sur le sujet depuis un petit moment déjà. Cette question des budgets et sur la raréfaction de l'argent public en général. Est-ce que dans votre réflexion, c'est quelque chose qui vous paraît absolument inéluctable ? Faut distinguer 2 choses. La première, ce sont les attaques idéologiques de moins en moins complexées, donc parfaitement décomplexées, qu'on voit chaque jour se produire et qui atteignent des niveaux d'ignominie
jamais atteint jusqu'à présent. Je voulais dire ça juste un instant, non pas pour faire un effet de manche, mais prenons l'exemple de ce qui se passe dans le département de l'Allier. Vous avez une collectivité qui, du jour au lendemain, supprime les subventions aux compagnies théâtrales, j'imagine pas qu'aux compagnies théâtrales, explique que c'est bien entendu la responsabilité de l'État puisque les dotations globales qui leur sont destinées ont baissé, mais qui explique en même temps que, mais non, l'argent il est toujours là. L'argent est toujours là, mais c'est pour permettre aux territoires, aux collectivités qui le veulent, de monter elles-mêmes leur événement. Et j'insiste sur le mot événement. C'est-à-dire un travail artistique de profondeur, on substitue l'événement et on crée donc un marché pour des promoteurs de divertissement, des promoteurs de rêve au détriment du travail des artistes. Il y a une pétition qui circule. Si à Nantes, ça veut dire quelque chose de s'y retrouver, j'espère que nous sommes tous signataires, en tout cas moi je l'ai signé, de cette pétition, parce que si on continue comme ça, on ne sait pas où on va. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été invité, c'est pour parler d'autre chose. Effectivement, j'ai travaillé sur... Vraiment, non, c'est pas la peine. Excusez-moi, c'est pas la peine d'applaudir. Le meilleur moyen d'applaudir, c'est d'aller vérifier si vous avez signé Havas ou pas. Alors, une fois dit cela, je suis de ceux qui sont convaincus que sans réforme, le mode d'intervention publique en faveur du spectacle vivant, parce qu'il y a la question du modèle culturel, qui est plus large, qui va, si on a le temps d'aller jusqu'au bout du débat prévu, qui viendra après, hein, n'est plus soutenable aujourd'hui dans son déploiement. Pourquoi je dis cela? C'est que j'ai pris le temps de comparer, et donc j'ai publié un premier texte sur les constats, et sur un blog Mediapart, les propositions de résolution. Prudemment d'ailleurs, j'ai attendu que les bis se passent, puisque je savais que j'étais invité, parce que je les formulerai plus tard, et que vous devez bien vous douter que quand on propose des solutions de réforme, on fait des satisfaits et on fait des fous furieux. Bon, donc on verra très bien le moment venu, quand ces propositions seront sur la table, et après que seront terminées les concertations. Mais au niveau des constats, s'agissant des financements de l'État, j'ai comparé la loi de finances 2006 et la loi de finances 2015, donc 10 ans d'écart. Et qu'est-ce que l'on constate pendant ces 10 ans? Sans doute à la surprise d'une partie de l'auditoire. Certes, ça a été dit par regard tout à l'heure, les budgets ont baissé, mais ce sont les grands établissements publics qui ont absorbé ces baisses, notamment par prélèvement sur les fonds de roulement. Les crédits destinés à ce qu'on appelle les interventions, qui commencent par les centres dramatiques, les centres chorégraphiques, etc., etc., tous les labels, mais aussi toutes les compagnies subventionnées, toutes les aides nouvelles aux nouveaux dispositifs qui concernent le cirque, les arts de la rue, la confortation des centres de création musicale, la totalité de ces crédits, corrélé à l'inflation qui aura été pendant ces 10 ans très faible, de 13,7%, c'est ce que dit l'INSEE, fait qu'en euros constants, je dis bien en euros constants et pas en euros courants, les moyens dévolus par le ministère de la Culture à tout ce périmètre que je viens de dire ont progressé légèrement au-dessus de ce qu'a été l'inflation. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous vont être étonnés de ce constat. Et dans le même temps, qu'est-ce que je constate, là aussi, chiffre à l'appui? Excusez-moi, je vais peut-être être un peu rébarbatif dans ce que je vais vous indiquer à l'instant. Si les 13 maisons d'opéra en région ont tiré leur épingle du jeu en voyant leurs moyens progresser de 4,5%, toujours sur euro constant, hein, nous sommes bien d'accord, les 37 centres dramatiques nationaux ont vu, toujours en euros constants et en moyenne, évidemment, leur dotation baisser de 3%, les 19 CCN de 16%, les 70 scènes nationales de 4,8%, le financement moyen d'une SMAC a baissé de 86%, d'une SMAC, priorité, les équipes artistiques subventionnées, c'est-à-dire celles qui sont aidées au projet, plus les conventionnées, de moins 11,25%, les scènes conventionnées en moyenne, moins 42,5%. Je pourrais aller encore dans d'autres détails. Quelles sont les raisons? Premièrement, évidemment, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, l'évolution des charges fixes, qui font que les établissements, dont j'ai cité les réseaux principaux tout à l'heure, n'ont pas vu, pour l'immense majorité d'entre eux,
une actualisation de leur financement public depuis des décennies. Je dis bien des décennies. Et moi, j'ai été directeur régional des affaires culturelles, je n'aurais pas demandé mieux que de le faire, je n'avais tout simplement pas les moyens de le faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut bien considérer qu'une politique culturelle, ça ne peut pas être statique. C'est dynamique et que bien évidemment, sur pourquoi ça baisse tant sur les scènes conventionnées et sur les SMAC en moyenne, c'est que le nombre de SMAC a augmenté de 80% en 10 ans et que le nombre de scènes conventionnées, et c'est parfaitement légitime, a augmenté de 50% en 10 ans et que les compagnies aidées, conventionnées, qui devrait être, je le dis au passage, le régime normal de droit commun d'une compagnie qui fait un travail sur la durée, devrait être conventionné. Et on sait quel est l'embouteillage à l'entrée de ce dispositif quand on est une jeune compagnie, et il y en a dans la salle, a augmenté, et c'est tout à fait légitime, de 26%. Vous avez donc quelque chose qui fait qu'il y a un mouvement général qui fait que les crédits disponibles se trouvent, à un moment donné, ne plus répondre aux besoins généraux de l'ensemble du dispositif tel qu'il est déployé. Autrement dit, quand on entend, la ministre s'est battue sur son budget 2016, c'est indéniable. J'ai vu que le budget pour le spectacle vivant progresse d'1,7%, ce qui doit faire en total 12 et quelques millions, si je fais le total de ce que représente la création, le budget de la création. Ça reste quand même de l'ordre de l'objectif de la préservation bien comprise des moyens, c'est-à-dire en incluant l'inflation. Mais cet objectif n'est pas, je suis désolé de le dire, à la hauteur de l'enjeu. C'est un modèle inflationniste dont nous avons hérité et que nous continuons à gérer. Ce modèle, ce n'est pas péjoratif de dire qu'il est inflationniste, on y reviendra peut-être de manière plus technique tout à l'heure. C'est sa nature. Il a été pensé à quelle époque, au temps des 30 Glorieuses, où effectivement le taux de croissance était tel que la progression des budgets publics n'était pas un sujet. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'objectif de défense en euros constants des budgets disponibles est un objectif qui constitue une bataille considérable gagnée en 2016, parce que pourquoi en 2016? Excusez-moi, c'est la veille de 2017. On peut estimer aussi qu'en 2017, tout ça est garanti. Après 2018, on verra. Que cet objectif de préservation des moyens n'est pas à la hauteur des nécessités même de ce que vous avez appelé le modèle. Et que donc, soit on révise la copie, on trouve les moyens additionnels pour rendre les moyens de nouveau adéquats à l'ensemble du dispositif, soit on réforme ce dispositif. J'ai encore deux petites choses à dire. Est-ce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus que 7% des budgets dévolus à la création qui vont sur les compagnies et sur les ensembles ? Première chose, compte tenu de ce que je suis en train de dire. Deuxième chose qui me paraît tout à fait importante d'avoir en tête, c'est que les charges fixes des établissements tout réseau confondus, ce sont les éléments que je puise des argumentaires de la DGCA, sont passés de 66 et quelques en 2006 à 69% des budgets globaux, c'est-à-dire que les marges artistiques, comme on dit, les disponibles artistiques, ne cessent de se contracter lorsque les moyens donnés aux compagnies en direct se contractent aussi, et il n'y a qu'à se reporter, par exemple, à l'étude tout à fait importante que j'imagine tout le monde a lue dans la salle, menée par l'ONDA et à laquelle Bernard Latarjet faisait allusion hier, pour voir comment c'est chaque année un peu plus compliqué pour les compagnies de réunir leur budget de production, combien le nombre de coproducteurs sont à mettre autour de la table. Donc oui, on pourrait parler longuement de cela. Je ne pense pas que le modèle, ce que vous appelez le modèle, moi je préfère dire le mode d'intervention de financement public en direction du spectacle vivant, puisse être aujourd'hui défendu comme quelque chose de soutenable. Il doit être réformé. On en reparlera, on y reviendra. Je passe la parole à Émilie Leroux qui dirige une jeune compagnie en région Rhône-Alpes. Lorsqu'on préparait le débat justement, et ça rejoint ce que vient de dire
Jean-François Marguerin, on parlait justement des difficultés aujourd'hui liées à ce tassement des financements publics qui sont multiples pour une compagnie, à la fois sur la production bien sûr, mais aussi sur sa structuration, sur les étapes qu'on a à franchir dans un parcours artistique. Et puis vous me disiez aussi qu'il y avait, pour vous en tout cas, quelque chose d'important, qui était de plus en plus difficile à construire, c'était l'ancrage territorial, la capacité qu'on avait à être sur un territoire et à faire résonner son travail sur un territoire de manière durable et partagée avec des lieux de diffusion. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses à dire dans ce débat et c'est très dur de réussir à être concis. Je vais repartir un tout petit peu de l'expérience de la compagnie parce que nous, on sort là d'un dispositif qu'on a eu la chance de pouvoir traverser et malheureusement, c'est un dispositif qui se raréfie énormément en ce moment. On sort d'une résidence de 3 ans et demi qui était soutenue par toutes les collectivités territoriales, DRAC comprises. 3 ans et demi d'inscription sur un territoire, de travail avec les publics, d'un temps de création dans la durée. Et puis voilà, donc on en ressort, c'est la fin de cette période-là et fin d'une complicité artistique avec un lieu qui a duré plus de 10 ans. On se retrouve aujourd'hui un peu orphelin, un peu spectateur de ce qu'est aujourd'hui la situation des compagnies indépendantes. Et là, le tableau qui s'offre à nous est assez effrayant. Déjà parce que les compagnies se retrouvent dans un paradoxe assez terrible, qui est d'un côté la raréfaction, le fait qu'il y a de moins en moins d'aides sur plusieurs années. En effet, on aurait envie de penser que toutes les compagnies pourraient avoir un conventionnement qui leur permettrait de penser leur travail, leur implication sur le territoire et leur travail de création dans la durée. On n'en est pas à l'aube de ça, vu qu'on se rapproche de plus en plus d'aides annuelles ou en tout cas d'aides au projet. Qui incite les compagnies de plus en plus à une création permanente, à une création annuelle et à une production régulière qui peut finir par être déconnectée des nécessités de création. Parallèlement en fait à cette logique d'aide annuelle, on se retrouve avec des logiques de production qui sont extrêmement contraignantes, vu que ces logiques de production sont aujourd'hui, alors ça va paraître un discours très technique dans un premier temps, mais ça va me permettre de poser des questions sur la place de l'artiste aujourd'hui. On nous impose en fait de penser nos productions à N-2, voire N-3, c'est-à-dire que pour trouver des coproducteurs, on nous demande de commencer ce travail de recherche de coproduction très très en amont. Pour moi, ça pose la question du travail de la place de l'artiste, parce que si on veut aujourd'hui que l'artiste, qui est une des injonctions qu'on nous fait, que l'artiste trouve sa place dans la cité, que l'artiste se fasse l'écho d'une certaine pulsation sociale, que l'artiste se fasse l'écho des questions qui traversent aujourd'hui la société, et c'est une place à laquelle j'essaye de répondre, eh bien, ça pose la question de la réactivité. C'est-à-dire que nous, en résidence, on pouvait avoir une rencontre avec un public en octobre qui nous donnait l'envie de partir sur une nouvelle thématique, et on pouvait avoir une préfiguration, une petite forme pour préfigurer nos prochains projets en juin. Là, soudain, même si on sent que dans l'air du temps, une question éthique nous semble importante aujourd'hui à ouvrir dans l'espace public, il nous faudra 2 ans, voire 3 ans, pour que nos créations puissent avoir lieu, soit coproduites, puis soit diffusables. Donc pour moi, vraiment, le système de production auquel on est confronté, doublé du système de subvention à l'année, pose vraiment la question de, voilà, qu'est-ce qu'on veut, à quel endroit on veut, quelle est la place qu'on veut que l'artiste prenne dans la vie démocratique. Donc c'est pas tant un système à sauver qu'à réinventer. Moi, j'ai l'impression qu'il est à repenser, en effet. Et qu'il a repensé dans cette idée de durée. Je crois que je rejoins ce que disait Pascal Regard tout à l'heure quand il disait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'artiste, ou surtout quand on parle de son œuvre, on n'en parle plus comme d'un bien commun, mais comme une charge. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les dispositifs d'aide aux compagnies et la façon de coproduire dérivent vers cette idée de charge, au lieu de continuer à défendre l'idée d'un bien commun. Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas, Cyril, si on aura le temps de finir le débat, et si du coup j'aurai l'occasion de revenir sur des choses qui me semblent importantes aujourd'hui par rapport aux nouveaux élus, par rapport à la censure par le populaire. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de défendre des idées aussi plus éthiques, et qui me semblent être celles qu'il faut remettre au devant de la scène et au devant du débat aujourd'hui pour
pour contrer justement ces dérives qui vont vers vers un sens économique plutôt qu'un sens éthique des politiques culturelles. Ce qui était effectivement expliqué par Bernard Latarjet assez brillamment hier. On y reviendra, Émilie, tout à l'heure. Je passe la parole à Denis Gravouille, à la fois d'abord pour un regard sur ce qui vient d'être évoqué là, sur les budgets culturels, sur la situation qu'a évoquée aussi Émilie Leroux dans les compagnies indépendantes. J'aurais pu réagir à chacune des interventions, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On peut faire un tout petit peu de sémantique pour faire court. Pascal Regard a rappelé le combat pour l'exception culturelle. Bon, il faut juste se rappeler que c'est une traduction du mot exemption, pour dire que justement ce n'est pas une marchandise. Et il faut faire attention à ne pas se faire détourner le sens en nous disant c'est exceptionnel. Sous-entendu, c'est momentané, ou c'est français, c'est exception culturelle française. L'exception, elle se bat, c'est ce qui a abouti, il l'a dit, à la Convention pour la diversité culturelle à l'UNESCO, c'est aussi permettre à beaucoup d'autres pays de faire en sorte de ne pas avoir une hégémonie culturelle, faire disparaître l'expression artistique et culturelle dans plein de pays. Et donc ne restons pas sur un modèle franco-français, même s'il y a des choses qui sont très différentes. Autre chose sur la sémantique, on nous parle de charges. Comme tu l'as dit, les charges, c'est lourd les charges. Les charges de personnel, les charges, les cotisations. Les charges, ce ne sont plus des cotisations du coup. C'est plus la mutualisation qui crée la sécurité sociale ou la protection sociale dans son ensemble. Ce sont des freins. Voilà. Et y compris, puisqu'on parlait des CDN, je rappelle que nous avons un conflit avec un certain nombre de CDN qui n'appliquent pas des accords sur l'emploi des artistes. Les charges, c'est ce qui permet de faire fonctionner qui permet d'avoir des emplois et qui permettent de revenir au sens du travail. C'était quelques réflexions. J'aurais pu parler aussi de la réforme territoriale où, par exemple, on demande, et je sais que ça divise la majorité, dans la loi culture, la loi création artistique, que nous avions suggéré, tout le monde l'oublie, c'est une idée qui a été lancée par la CGT en 95, puis qui a été heureusement repris largement, malheureusement pas avec le souffle qu'on attendait, personne n'en a entendu parler au-delà de milieu culturel, alors que c'était l'occasion en 2015, avec tout ce qui s'est passé, de dire c'est là le moment d'une ambition qui permette d'affirmer la nécessité de politique sur l'émancipation culturelle. En tout cas, le débat continue au Parlement, et dans cette histoire de réforme territoriale, nous demandons à ce qu'il y ait une commission culture dans les CTAP, pour s'en faire technique, une commission culture spécifique qui permettent de faire qu'on ne soit pas noyé. Regardez les décisions qui se passent au niveau de la région Île-de-France. Madame Pécresse qui vient d'arriver, elle a nommé une vice-présidente qui est chargée de l'éducation et de la culture. Avec le budget des lycées, c'est énorme. La culture, ce sera peanuts. Comme tous ceux qui ont voulu supprimer le ministère de la Culture et d'en faire un appendice du ministère de l'Éducation nationale, qui est un ministère extrêmement important, bien évidemment, c'est nous mettre dans l'éclipse de lune qui nous fait disparaître à moyen terme. Réflexion générale sur ça. Évidemment, il y a les conditions sociales dans lesquelles s'exercent nos métiers. Tout ce qu'on a porté dans le mouvement, notamment 2014, et ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une remise en cause du régime des intermittents du spectacle, c'est cette question d'emploi, cette question du sens de notre travail. Et c'est aussi pour ça, en grande partie, que les décisions du gouvernement sur les budgets ont changé. Avec quelques petites nuances sur ce que vous avez dit, sur le périmètre du ministère de la Culture, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont changé. Et on ne va pas engager de discussion technique, ce que je perdrai certainement sur le fait qu'on y a aussi mis beaucoup plus de choses à l'intérieur de ce périmètre-là, ce qui fait que dans les détails, il y a beaucoup de choses à contredire. Est-ce que le régime des intermittents, justement, sera sauvé, lui, en 2016 ? Je ne vais pas dire définitivement, mais en tout cas... Définitivement, non, parce que de toute façon, la Convention d'assurance... Il faut se rappeler que c'est lié à la Convention d'assurance chômage générale, qui est renégociée sous les 2 ou 3 ans. On a l'impression qu'on est tout le temps en négociation permanente, puisque la négociation, elle avait lieu il y a 2 ans, et elle va reprendre là au mois de février. Donc ce régime, il est toujours menacé, et de toute façon, les droits des demandeurs d'emploi sont menacés. On a y compris entendu le président de la République dans ses vœux dire qu'on ne pouvait plus permettre d'avoir un régime aussi généreux, et que donc elle allait faire des grosses économies sur la durée et sur le taux d'indemnisation. Il disait exactement le contraire il y a 2 ans. On est bien placé ici pour savoir qu'on peut changer d'avis et faire des virages à 180 degrés, mais il y a 2 ans, il disait non, un système d'assurance chômage, c'est fait pour servir d'amortisseur social. Bon, la nouveauté, c'est quand même ce qui a été issu de la lutte de 2014 et de la mission intermittence, c'est que dans la loi dialogue social, qui comporte par ailleurs beaucoup de reculs sociaux, c'est encore un retournement sémantique, il y a un article qui dit qu'il y aura une négociation parallèle, une négociation qui sera propre au secteur, qui nous permettra de faire valoir nos propositions.
mais dans le cadre d'un cadrage budgétaire. Donc, vu ce qui s'est passé, vu ce qui s'est dit depuis quelques jours, le rapport de la Cour des comptes qui, comme par hasard, tombe à point nommé, le rapport de la Cour des comptes, s'il avait été si la Cour des comptes était autre chose que attentif aux comptes, elle serait attentive aux besoins. Elle noterait il n'y a plus que 4 chômeurs sur 10 qui sont indemnisés, et de moins en moins longtemps et de moins en moins loin. Donc, dans notre combat, il sera évidemment commun avec tous ceux qui vont se voir baisser les droits. Nous allons au moins pouvoir discuter dans le champ du spectacle vivant et enregistré de nos propositions, ce qui n'avait pas été du tout le cas en 2014. Je faisais partie de la délégation CGT à la négociation assurance chômage, et on découvrait des mesures qui étaient prises un quart d'heure avant la fin, qui nous étaient imposées un quart d'heure avant la fin de négociation à minuit et quart. Donc là, au moins, ce ne sera pas le cas. Mais je n'ai confiance qu'en une seule chose, c'est en nous-mêmes, en nous tous, la capacité, on a parlé de mobilisation de rapport de force sur les budgets, sur beaucoup de choses. En matière de protection sociale, il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal, qui verraient bien nous voir verser dans un régime qui serait même plus un régime de salariés, qui serait un régime d'auto-entrepreneurs, de freelance, dans lequel il n'y aurait plus de droits sociaux. Et là-dessus, il faudra que certainement on fasse entendre notre voix, notamment si on nous assène que le cadrage budgétaire, puisque c'est le cadre dans lequel ça a été dit dans la loi et c'est ce qui nous est seriné, est extrêmement violent, ce qui risque d'être le cas. Émilie, vous vouliez ajouter un mot? Avant de revenir sur la question des intermittents pour faire le lien, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est cette histoire de l'activité, de l'augmentation de l'activité des compagnies. J'ai parlé de ces productions qu'on n'arrête pas de créer, de ces productions qui doivent se penser à N-2, N-3, de ces programmations qui se pensent à N-1, alors qu'en fin de compte, vu qu'on n'a plus d'aide dans la durée, on n'a plus de possibilité de structurer nos compagnies. Et on se retrouve avec des activités et des plannings qui s'étendent sur les 3 années à venir et une visibilité de la structuration et de la viabilité de nos structurations à 6 mois. Et du coup, on est en plein recul dans le débat parce qu'on est tellement accroché du coup à la défense du régime de l'intermittence, qui est vital pour nos métiers aujourd'hui, qu'on n'ose même plus parler de permanence artistique, que ça n'arrive même plus à être le débat, qui était quand même un cheval de bataille pas inintéressant à la base. Et donc tellement on est dans la défense de l'intermittence, et quand on parle de permanence, on n'ose plus parler de permanence artistique, tellement on en est à défendre nos rares postes administratifs qui permettent aujourd'hui de tenir à peu près les compagnies à flot. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Merci. On parlera de tout ça, on poursuit, c'est-à-dire que là on voit bien, on a fait le tour effectivement de différents points comme ça, on aperçoit quand même un modèle qui est un petit peu sclérosé, on voit les difficultés, à la fois les espoirs que peuvent porter justement les réformes territoriales, mais aussi les difficultés, la lourdeur à mettre en œuvre ces fusions de communes, de régions, de territoires, ces disparités qu'on va essayer de régler. On voit très bien également la difficulté dans laquelle sont les compagnies de se projeter dans l'avenir, d'être en mode projet, d'imaginer une structuration, d'imaginer un mode de travail. Alors la question que j'ai envie de poser à Corinne Poulain, puis aussi à Jean-François Arguerin, c'est: est-ce que le modèle qu'on vient d'évoquer là, il est finalement encore soutenable? Et surtout, est-ce qu'on est en capacité, en termes d'énergie, de réflexion, de solidarité aussi, d'en penser à nouveau? Alors, je ne vais pas reprendre le propos, et notamment celui de Jean-François, mais on voit bien que ce système inflationniste, qui, sans jugement de valeur, est insoutenable financièrement, et que cette insoutenabilité financière produit une insoutenabilité sociale et artistique. En un mot, et c'est déjà compliqué dans une collectivité de maintenir des budgets culture, parce que en général, ça signifie, c'est pas pour les mettre à la sécurité, une ville, c'est aussi une responsabilité en matière d'éducation, en matière de vie associative, de solidarité, etc. Donc, pour être dans une ville qui a fait le choix de maintenir ses budgets culturels, ça a été tendu politiquement. Mais dans ce cas-là, on sait déjà que ça signifie réduction des marges artistiques, que la tentation, et c'est normal, elle va dans l'accompagnement des lieux qui sont justement pas des lieux indépendants, mais dont on assume la responsabilité au sens propre. C'est des lieux qu'on a créés, donc avec une responsabilité qui n'est pas exactement la même, une situation contractuelle
d'ailleurs, qui n'est pas exactement la même, avec du coup par ricochet quelque chose d'absurde, c'est que ce modèle fait pour accompagner les artistes, les ensembles, vient les fragiliser, en tout cas que ça conduise à une réelle précarisation. Et par ailleurs, et je pense que c'est important de le dire, ça veut dire qu'on n'a pas de place pour les projets nouveaux et qu'on dit à la jeunesse, la seule réponse qu'on vous donne, c'est de rentrer dans les cadres d'un modèle pensé il y a 50 ans. Il y a 50 ans, à un moment où les femmes obtenaient tout juste le droit de vote, où la France était encore un pays colonial, où il n'y avait pas, je ne parle même pas du numérique pour une révolution plus récente, etc. Donc notre pays a connu des bouleversements structurels importants. Le modèle culturel, d'ailleurs, a été plus ou moins poreux à ces questions. Je souriais hier en me disant que finalement, sur la révolution sexuelle, le modèle culturel avait été plus perméable que sur l'égalité homme-femme. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des grandes questions, des grandes questions sociales et sociétales qui se posent, et que la réponse à la jeunesse ne peut pas être, de toute façon, vous devrez rentrer dans les cadres. Ce que j'ai envie de dire là-dessus, pour commencer dans les solutions, ça paraît peut-être trop évident, mais il y a quand même un mot-clé qui ressort dans la question collective, c'est-à-dire nos capacités à nous organiser entre collectivités avec l'État, parce que là, il y a une ignorance réciproque des politiques respectives qui fait que je pense que c'est une question maintenant éthique de connaître les politiques culturelles des autres collectivités avec lesquelles on est partenaire, pour jouer aussi notre rôle d'orientation vis-à-vis des acteurs et ne pas les renvoyer sans que ça ait de sens vers une collectivité qui ne pourra pas les prendre en charge. Donc cette question éthique, cette question d'organisation collective des collectivités, du côté des acteurs, on le voit bien, il faut que les collectivités soient mieux en mesure d'accompagner ces dynamiques, qu'on engage sans doute aussi des moments de co-construction des politiques publiques, on en parle depuis longtemps, que je mets de côté la question de la mutualisation. Pendant très longtemps, elle a gâché finalement les dynamiques collectives, parce que l'objectif, pour reprendre vos termes, d'économie générale, des charges, a fait qu'on a toujours soupçonné un objectif de réduction des moyens derrière ces dynamiques. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que je crois très important qu'on réfléchisse à l'échelle nationale sur la réforme du système, mais je ne crois pas à une solution nationale. Franchement, c'est-à-dire que penser aujourd'hui à la bonne idée qui viendrait résoudre sur des territoires qui n'ont ni la même histoire, ni les mêmes situations sociologiques, géographiques, qui auraient une solution toute faite, est faux. Donc il va falloir trouver, peut-être mieux qu'avant, un équilibre entre une pensée nationale et une capacité à laisser des gouvernances inventer ensemble, avec l'État. Ça ne veut pas dire sans l'État sur les territoires, ça veut dire avec l'État, mais pas à partir d'un modèle penser nationalement. Et pour l'illustrer, je pense que c'est très bien, peut-être que c'est polémique, personnellement j'y étais très favorable que la Philharmonie s'implante au parc de la Villette, à la frontière du périphérique. J'ai travaillé pendant longtemps à Aubervilliers, donc je ne parle pas en l'air en le disant. Et en même temps, à l'opposé, à Rennes, on décide au milieu de la ville de laisser ouvert pas une friche, en fait, c'est un lieu, un hôtel à projet, un hôtel Pasteur, parce qu'on a observé l'usage de ce lieu depuis 2 ans, notamment par les élèves de l'école du TNB, etc., qui s'approprient ce lieu avec une demande de liberté, qui fait qu'on s'est dit, mais finalement, pour une fois, on ne va pas définir l'objet. Mais ça ne vaut que parce qu'à Rennes, il y a un TNB, il y a des structures intermédiaires de la jeune création qui justifient qu'on le fasse là et qu'on ne le fasse pas forcément ailleurs. Je vais passer la parole à Jean-François Margarin, mais juste avant, Denis Gravouille, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, sur la question. Je vous ai vu réagir tout à l'heure quand on parlait de la jeunesse et...
la réponse qu'on leur faisait? C'est sur le thème soutenabilité. D'abord, j'y suis très sensible parce que c'est encore dans le rapport de la Cour des comptes, mais ce qui est insoutenable, c'est la pauvreté en France. Ce qui est insoutenable, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui, et notamment une raréfaction d'accès social de ceux qui viennent au spectacle ou qui viennent de milieux populaires, par exemple. Ça, c'est insoutenable. On nous dit c'est insoutenable, la dette, les charges, les choses comme ça. Mais on est dans le pays qui est encore un des pays les plus riches du monde, avec une richesse qui est de plus en plus confisquée, y compris chez nous. Vous avez vu les statistiques au niveau mondial, où maintenant, 62 personnes possèdent 50% de la planète. Chez nous, on en participe de ce mouvement-là. Et on nous dit que ce qui est insoutenable, c'est de dépenser pour la culture, c'est de dépenser socialement ou autre. Ce qui est insoutenable, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait les moyens de faire venir des gens dans les spectacles, par exemple, au cinéma ou ailleurs. Ce qui serait soutenable, c'est de faire en sorte qu'on ait effectivement des droits sociaux à la hauteur des besoins. On nous dit, vous n'y avez pas le droit, vous n'avez pas atteint les seuils, donc crevez. C'est ça qui est insoutenable. Il faut changer nos discours sur les charges, sur la soutenabilité. On pourra y revenir. Je passais par Jean-François Margaret, je reviens vers toi après. Après, je te... Alors, sur le modèle culturel, on ne va plus parler de soutenabilité, on va parler des décalages historiques. Je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait aujourd'hui un modèle culturel adéquat à notre temps. Il y a la gestion d'un héritage de modèles qui ont été pensés à des époques en fonction de priorités qui se posaient précisément au pouvoir public à ces époques. J'ai allé très vite. Le Malraux, c'est quoi la priorité? C'est réduire le décalage Paris-Province, et c'est de faire de la cité, au moment même de la grande décentralisation industrielle qui se produit à la fin des années 50 et des années 60, qui métisse considérablement la population, des populations immigrées arrivent, des populations rurales viennent côtoyer les populations urbaines traditionnelles de ces villes, de penser quelque chose qui soit fédérateur, qui soit valable pour tous, et il va donc penser ces maisons de la culture. C'est bien la question de la cité qui se pose à cette époque. Deuxième repère dans le temps, langue. C'est la démonstration, après évidemment le travail des sciences sociales, Bourdieu en tête, qu'une certaine idée de l'action culturelle et de la démocratisation ne fonctionnait pas. Et je dirais c'est l'époque où les cités s'invitent dans le débat sur la cité. Autrement dit, les périphéries urbaines, les laissés pour compte, producteurs aussi de valeurs de richesse et d'esthétique nouvelles, qui vont être pris en considération. Que nous disent aujourd'hui tous les chercheurs en sciences sociales, les plus éminents, Laurent Davzy, pour prendre un économiste, je dirais, Christophe Guilly, un géographe, Hervé Lebras, un grand démographe, ils nous disent tous que l'étalement urbain des décennies passées, on ne sait plus parler de rural, vraiment, il y a toujours du rural, mais ces territoires qu'on appelle tantôt ruraux, tantôt périurbains, on l'a entendu ce matin dans la bouche de la ministre, on les appelle même rurbains, que c'est là qu'aujourd'hui se déploie, se concentre, s'augmente de manière magistrale et terrible en termes de rythme, la pauvreté, dans toutes les occurrences de la pauvreté dans notre société. Alors va-t-on continuer, excusez-moi, je le dis parce que c'est un exemple qui m'est resté comme ça, à construire des menacenards qui pour moi appartiennent encore à un modèle qui est celui que je disais, celui de faire cité, ou va-t-on inventer des capillarités culturelles et artistiques aussi efficaces qui répondent aux obligations de la loi? Je vais la citer tout de suite, parce qu'il faut savoir que si une loi est au Parlement pour qu'elle ne soit pas suivie des faits, je parle de la loi création, je vais la citer à l'instant, je disais donc des formes capillaires qui fassent qu'au plus près de ces populations dont on sait que c'est là que se niche essentiellement le vote Front National, enfin on rééquilibre l'intervention culturelle et que l'on cible, si elle a bien une vocation de démocratisation et de démocratie, les priorités sociales qui se trouvent à ces endroits. J'insiste là-dessus, mais je vais citer cet extrait de la loi, son article 2. Écoutez, elle a été adoptée en première lecture au Parlement en octobre dernier. Je ne ressors pas de la poussière quelque chose. Garantir dans le respect de l'équité territoriale l'égal accès des citoyens à la création artistique, la diversité des expressions culturelles, favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, notamment dans une perspective d'émancipation individuelle et collective.
Est-on aujourd'hui en capacité de dire qu'on a commencé, sauf par des gestes symboliques, à avancer vers cette question essentielle du respect de l'équité territoriale? On a tous évidemment la réponse et on sait qu'elle est négative. Deuxième sujet, si je peux avoir encore un instant, où on trouve justement toute l'importance de la société numérique et de la génération Internet et dont il faut mesurer autant qu'on le puisse tout le chemin qu'elle a permis de parcourir et tout ce qui souffre encore devant nous. Je crois qu'effectivement, la dématérialisation des œuvres peut participer de ce chemin. Mais en même temps, de rapprochement des populations dont je parle, d'éducation et aussi de plaisir émotionnel à partir, oui, d'œuvres reçues de manière dématérialisée. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans cette société? C'est qu'elle crée des réseaux, des modes de fonctionnement, du peer à peer. Ça veut dire que tout le monde communique avec tout le monde. Ça veut dire que se brouillent en permanence les notions et de plus en plus, les notions de locuteur et de récepteur, de producteur et de destinataire, d'artiste et de spectateur. Et je dis d'ailleurs au passage, quand est-ce que la politique culturelle de la France ne va voir en chaque bipède qu'un spectateur effectif ou qu'un spectateur potentiel? Quand est-ce va-t-on cesser de vouloir systématiquement nous cantonner dans des positions de spectateurs? Ne nous étonnons pas que tout le temps qu'on ne réagit pas dans une espèce de pluralité de l'offre, on l'entend de plus en plus, ceci dit, raccordé avec l'éducation populaire. On parle aujourd'hui des pratiques amateurs. Il y a 5 ans, c'était tabou, vulgaire, suspect même, suspect de démagogie. Bien, on y vient, mais de mon point de vue, trop doucement. Donc, il y a quelque chose qui se passe, et je veux le dire avec à la fois bonheur et inquiétude, parce que ça peut être la porte ouverte au pire, au refus de tous les prescripteurs, au pire populisme, j'en ai cité un tout à l'heure, mais aussi au meilleur quand il y a une articulation qui se fait, effective, entre les artistes, les professionnels et précisément les populations, dans un respect des paroles des uns et des autres. Non, ce n'est pas un qui parle à tous, c'est que celui qui parle doit admettre que, en même temps qu'il parle, tous les autres parlent et que ça change fondamentalement les règles de la société. Et le dernier point, comme ça je ne parlerai plus, le tout dernier point sur lequel je voulais, et je fais écho avec ce que je viens de dire, et cette histoire de la déclaration de Fribourg et des droits culturels, je le corrèle avec, ça a été évoqué ce matin par la ministre, avec le parcours de l'éducation artistique. Il me semble que le parcours de l'éducation artistique sonne comme peut-être une ère nouvelle de la politique culturelle. Pourquoi je dis ça? Il fixe 3 objectifs, et qui ne valent pas, à mon avis, que pour les enfants, mais qui valent pour toute la durée de la vie. 1, fréquenter les œuvres. 2, pratiquer, qui permet d'avoir un autre rapport aux œuvres et aux disciplines dont dépendent ces œuvres et au métissage de ces disciplines. 3, par tous les dispositifs cognitifs qui peuvent être à leur possession, s'approprier les objectifs de la politique culturelle de ce pays, comme dans d'autres pays où elle est déjà beaucoup plus en avance que la nôtre, mais ça nous entraînerait trop loin, c'est précisément ce trépied. C'est pas seulement nous faire des spectateurs, en s'étonnant parfois que la démocratisation trouve ses limites parce qu'on n'a pas donné en même temps les capacités, les clés aux gens qui en sont les plus éloignés de juste approcher la chose, autoriser la pratique dans le... Vous voyez tout de suite... Quand on parle des pratiques amateurs, il semblerait qu'il y ait une déréglementation là autour. Certes, ça peut être compliqué, il faut faire très attention comment on approche la pratique amateur. Mais c'est d'abord une chose éminemment positive. Et je dis bien tout le temps, et je retrouve Internet, que nous ne ferons pas à plein cette idée que pour avoir un rapport à l'art, il faut avoir une connaissance de l'art, de mettre à la disposition tous les éléments cognitifs pour y arriver. Alors, d'une certaine manière, on continuera à ressasser, à radoter. Émilie Leroux, je vous invite à reprendre le micro justement pour poursuivre ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, à savoir tous les questionnements éthiques, effectivement, que pose l'ouverture de notre cycle nouveau.
Complètement. Puis je vais refaire un lien avec ce que Corinne Poulin disait sur la réponse adaptée au territoire. Imaginez que les politiques culturelles, on n'aurait pas une décision nationale, mais quelque chose d'adapté au territoire. Un lien avec ce que Jean-François Marguerin disait sur le fait qu'il y avait à gérer un héritage des politiques culturelles. Et un des gros problèmes qui ouvre des questions éthiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'arrivée de nouveaux élus. Alors évidemment, depuis quelques mois, et après les dernières élections municipales, où il y a eu énormément de municipalités qui ont connu des bascules politiques, on a eu à travailler avec des nouveaux élus. Certains arrivent avec un bagage culturel et un bagage en termes de politique culturelle, sont conscients des héritages. Et puis d'autres font partie d'une génération qui n'a pas du tout connu cette décentralisation culturelle et qui arrive sans en connaître ni les mécanismes ni la pensée. Et qui n'ont pas conscience de quelque chose qu'il faut absolument rappeler et que Jean-Louis Bonin disait tout à l'heure, il faut qu'on soit et pédagogue et militant sur cette question-là, c'est que toute coupe du budget culturel est idéologique et que la raison économique ne peut pas présider à ces décisions. En tout cas, qu'on ne peut pas laisser ça se raconter. Il faut se rappeler qu'un projet coupé, c'est une histoire qui ne se raconte pas. C'est une question souvent éthique qui ne se pose pas dans l'espace public. Et c'est autant de possibilités de mettre des gens en présence qui n'a pas lieu. Il faut se rappeler qu'après le 7 janvier, on a parlé d'union nationale, on a parlé de faire front, on a parlé de vivre une expérience collective. Et il n'y a pas beaucoup de lieux dans la société aujourd'hui qui permettent aux gens d'être en présence autour d'un objet vivant. Les stades font ça très bien, mais je ne crois pas qu'ils en ont l'apanage. Et je crois qu'il faut que les lieux de la pensée, qu'on continue à défendre l'idée que ces lieux de la pensée permettent de mettre les gens en présence. Et que c'est ça qui est capital aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, en effet, la politique culturelle s'invente avec la spécificité de chacun des territoires, ça peut être quelque chose de très réjouissant si on travaille avec des élus qui, en effet, vont avoir une conscience de l'histoire des politiques culturelles et une conscience de l'héritage avec lequel il faut travailler. C'est beaucoup plus compliqué quand on tombe sur des élus. Je vais vous citer un exemple assez probant en Isère, à Pontcharrat, le premier dans une petite ville. À Pontcharrat, l'élu à la culture, sa première intervention a été de dire la culture n'est pas un service public, c'est la cerise sur le gâteau. Donc je vous invite à imaginer quel peut être déjà l'état des discussions des compagnies locales dans la discussion avec leurs élus et la difficulté de mettre en place une politique culturelle convaincante. Une des problématiques à laquelle on est très souvent confronté en ce moment, c'est et je vole le mot à un article de la revue Agone, qui est une revue universitaire lyonnaise, c'est la censure par le populaire. Dans cet article, il y a quelque chose qui m'amusait beaucoup, qui était de voir que la question du vrai, de prendre en compte la question du vrai public. On nous parle beaucoup de la question du vrai public, qui serait ce non-public, en fait, terrible, voilà. Les vrais gens. Et en fait, la personne qui a rédigé, pardon, le nom m'échappe, cet article, disait que, comme la vérité dans X-Files, le vrai public est toujours ailleurs. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le théâtre fait un week-end de pratique en amateur et c'est trop tard, c'est plus un vrai public. C'est déjà plus quelqu'un qu'on a à prendre en considération. Ça pose la question aussi de rentrer dans une politique culturelle qui se fait en fonction de l'offre et la demande. Et là, ça pose la question de la définition de l'art, de savoir si l'art est quelque chose qui vient réinventer dans la forme et dans le fond une façon de représenter un état de la société aujourd'hui, de se faire l'écho d'un état de la société aujourd'hui. Comment peut-on demander au public en fait de désirer ce qu'il ne connaît pas parce que ça ne s'est pas encore inventé? Donc voilà, donc on a affaire avec cette situation très compliquée de la censure par le populaire. Ça met aussi l'artiste dans une position un petit peu absurde, qui est que l'artiste devrait être à la fois ce lien social, résolvant la fracture sociale, culturelle et communautaire, en nouveau médiateur. Et aujourd'hui, ça semble évident pour tout le monde que la médiation serait d'utilité publique, mais l'œuvre serait facultative si on en voit la baisse des financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des politiques culturelles qui défendent absolument la médiation, mais qui ne défendent plus les budgets de création. Voilà, donc ça pose une grosse question. Et puis évidemment,
Agnès Tricoire en a très bien parlé tout à l'heure, on est confronté, et nous on l'a été, je sais de quoi je parle, en ayant travaillé sur les questions de genre les 3 dernières années, et en ayant été confronté à une censure sévère qui nous a obligés d'aller au front extrêmement régulièrement. On a été, oui, au front, parce que, oui, c'était vraiment ça pour le coup. On voit très bien que dans ce temps accéléré, qui est le temps médiatique qu'on a laissé gagner, il est très compliqué aujourd'hui de parler des questions éthiques. Parce qu'une question éthique, c'est une question complexe, que cette complexité, elle met du temps à s'exprimer et qu'on ne peut pas, sur un plateau télévisé, en effet, résoudre en 30 secondes une question éthique. Que du coup, ces questions éthiques ont été renvoyées dans les familles, ont été renvoyées dans la sphère de l'intime, et que cette situation, doublée de la perte de confiance dans les idéologies, du repli sur soi, de la montée des communautarismes, a fait que finalement, ce qui revient sur la place publique aujourd'hui, c'est ce qui s'est construit dans les familles, et c'est un retour à la morale et à l'ordre moral. Et c'est ce qu'on renvoie aux artistes. C'est-à-dire que si on double ça de l'idée que la politique culturelle aujourd'hui se pense par une idée de l'offre et la demande et qu'on va demander au public ce qu'il veut, eh bien, le public va nous faire cette demande morale. Et aujourd'hui, c'est la réponse qu'on oppose finalement aux créateurs et qu'on oppose aux œuvres, et qui font que dès qu'on ouvre un débat éthique en ne donnant pas de réponse morale, on a l'impression de mettre en panique les responsables, certains responsables d'associations ou certains responsables politiques. Et ça pose de grosses questions sur les libertés de création. Voilà, donc ce qui me semble important aujourd'hui, c'est en effet de reprendre le dialogue, et c'est de se dire que les politiques culturelles ne sont ni l'apanage des responsables politiques, ni l'apanage des professionnels, ni l'apanage des artistes, mais que c'est bien se remettre tous ensemble autour d'une table et essayer de retrouver, de reprendre un dialogue pour voilà, être chacun conscient et de nos héritages et de nos pratiques. Merci. Voilà. Notre temps est un peu plus contraint que ce qu'on avait imaginé. On avait préparé beaucoup plus de choses. Mais je vais demander, alors peut-être Denis Gravouille veut dire un mot, et puis après Vincent Guillon, nous faire une petite conclusion, un regard sur ce qui a été avancé là. Je ne pense pas qu'on ait répondu totalement à la question, mais qu'il y avoir un regard sur ce qui a été avancé là, en 3 minutes chrono après Denis Gravouille. Je vais essayer de faire court, juste, je voulais rajouter 2 mots. Bon, d'une part, le débat sur la pratique amateur, il faut continuer à l'avoir, y compris la ministre hier, encore dans les vœux, a caricaturé les positions des organisations syndicales qui sont toutes unanimes pour dire qu'on est parfaitement pour la pratique amateur, mais qu'on ne veut pas de dumping social avec des gens qui ne seraient pas payés sous prétexte de pratique amateur dans des spectacles conventionnels. Ça, c'est un point très important, parce qu'il y a un dialogue de sourds avec le ministère qui masque des trucs très très importants. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'est ce qu'elle a dit. Donc voilà, là-dessus, il faudra qu'on ait un vrai débat qui est fui par la ministre en particulier, en lien avec la LCAP. Et puis une dernière chose, puisqu'on parlait de est-ce que le modèle, etc., il y a des choses à questionner dans notre modèle. Je vais prendre un truc très simple, c'est l'égalité femmes-hommes. On a, y compris, il y a eu quelques polémiques sur la nomination à la tête d'établissements publics d'hommes et de femmes. On est encore très loin du compte en termes de parité, et on est aussi très loin du compte quand on regarde les statistiques. Parmi justement les chiffres de la mission intermittente du spectacle, on a enfin pu voir qu'il y avait 2 intermittents pour une intermittente. Et quand on dit intermittent, ça veut dire 2 professionnels pour une professionnelle. C'est un sujet, parce que la conciliation des congés maternité et de la vie professionnelle est bien plus difficile, évidemment. Et puis aussi parce qu'il y a des causes intrinsèques. Il faut qu'on change des choses sur l'accès au rôle, sur le regard qu'on a. Alors évidemment, c'est parallèle avec le regard qu'il y a sur les femmes dans la société et sur l'égalité. Bon, j'aurais pas le temps de développer, mais on a aussi des choses à dire sur, par exemple, sur les étrangers, vu ce qui se passe, la montée du Front National et les stigmatisations. On a des débats à avoir très sérieusement sur comment on accueille les artistes étrangers, en particulier ceux à qui on refuse des visas. Et je citerai qu'un exemple, c'est justement une femme malienne à qui le consulat de France au Mali a refusé il y a 3 semaines un visa parce qu'elle avait un petit ventre et qu'on pouvait soupçonner qu'elle voulait venir accoucher en France. Là, tout se rejoignait, et c'est ça qu'il faut qu'on change. Et là, la culture, on est capable peut-être justement de porter ces débats et qu'on nous entende un peu plus face à des ignominies pareilles qui deviennent banalités. Merci. Vincent Guillon, en 2 minutes chrono. En 2 minutes. Non, bon, en 2 minutes, j'aimerais revenir sur cette idée de nouveau cycle, parce que c'est ça qui nous rassemble. Pourquoi ? Parce que si on parle de nouveau cycle, on parle donc de changement. Or, historiquement, si l'on regarde l'histoire et l'évolution des politiques culturelles, il y a une vraie difficulté à intégrer le changement.
ou plutôt en fait une spécificité des politiques culturelles qui constitue une difficulté lorsque l'effort public plafonne. Contrairement, en fait, il est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres politiques publiques, par exemple. Contrairement à d'autres politiques publiques où les normes d'action, les paradigmes, les référentiels, peu importe comment on les appelle, les doctrines, se succèdent en fonction des finalités politiques, dans le domaine des politiques culturelles, elles ne se succèdent pas, elles s'empilent. Elles s'empilent par couches successives. Et c'est ainsi en fait que se sont étendues les politiques culturelles depuis les années 80 en multipliant les labels, les dispositifs, les fonds de soutien à une gamme toujours plus élargie de patrimoine, de genres artistiques, d'organisations culturelles, mais sans se substituer les unes à l'existant. Ce qui est peut-être pas un mal, mais ce qui aujourd'hui pose un problème. Et ce n'est pas nouveau, ce problème-là, parce que dès les années 80, on avait 2 sociologues qui mettaient en avant le problème du caractère inflationniste du soutien à l'offre culturelle et de la contrainte que cela représentait pour l'action culturelle des villes. Et ils parlaient de jeu du catalogue. Or, ce qu'on observe actuellement, et je vais finir là-dessus, c'est que le catalogue est plein. On ne peut plus ajouter de pages. Donc, à un moment donné, il faut se poser cette question avant même d'imaginer les contours de ce que pourrait être ce nouveau cycle. Et je termine promis là-dessus, je pense, comment on fait ça? Mais je pense que ça passe au moins par une repolitisation des politiques culturelles qui sont actuellement principalement structurées par des questions de régulation professionnelle. Voilà. Merci pour ces conclusions. Nous en restons là. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous en restons là en tout cas pour ce matin. Merci à vous.